Façade au sein de Bollinger et Groman Paris, et je vais vous parler aujourd'hui de notre approche de la conception de façade sur les projets de rénovation qui tendent, compte tenu des contextes urbains et environnementaux actuels, à se généraliser. Je vais d'abord commencer par vous présenter brièvement le travail que nous menons au sein de Bollinger et Groman ainsi que notre philosophie. Alors nous sommes un groupe de bureaux d'études aux facettes multiples avec des filiales dans l'ensemble de l'Europe et nous nous développons progressivement dans le monde. Nous sommes spécialisés dans divers domaines, principalement l'ingénierie des façades et des structures, mais aussi en géométrie complexe, entre autres via le développement d'outils numériques et paramétriques. Donc, nos projets couvrent le monde entier, sur tous les continents, ce qui contribue à la diversité de notre expérience. Et notre travail à l'échelle du groupe se caractérise par des valeurs communes. Donc, voici ce qu'on pourrait appeler nos 9 commandements. Je vais donc vous présenter notre vision de la conception de façade sur les projets de rénovation, en développant 3 axes majeurs et transversaux qui orientent notre réflexion. Donc, d'une part, la logique d'économie, ou en d'autres termes de minimalisme, de conservation ou encore de frugalité. D'autre part, la question du respect de l'existant, qu'il s'agisse de sauvegarde du patrimoine architectural ou d'adaptation de l'architecture existante. Et enfin, les défis performantiels et évolutions programmatiques que peuvent impliquer une rénovation. Dans un second temps, j'évoquerai une 4e approche un peu à part, l'idée d'aesthetical sustainability, ou la durabilité par l'esthétique. Et j'illustrerai ensuite ce principe en vous présentant plus en détail un projet qui nous est cher et dont nous sommes particulièrement fiers, qui est la façade donc, de la boutique Dolce & Gabbana au 54 de l'avenue Montaigne, que nous avons développée avec les architectes de Fresh Architecture. Donc dans le contexte actuel d'urgence environnementale, avec les démarches de réemploi, de minimisation de l'impact carbone que nous avons intégré dans notre raisonnement et qui se développent de plus en plus sur les projets, on songe immédiatement sur beaucoup de projets de rénovation à la manière dont on pourrait valoriser des éléments existants, tels que des parements de façade, métalliques ou minérales, ou même des profils de menuiserie. Mais cela va souvent de pair très vite avec un souci de conservation de l'existant, et aussi forcément confronté à la question d'amélioration énergétique et de conformité réglementaire. Donc finalement, on se rend vite compte que ces 3 principes sont presque systématiquement corrélés, et je vais donc vous présenter au travers de quelques projets les aspects de la conception qui se rattachent à ces principes. Donc je vais commencer par vous parler du projet de Morlan Mixité Capital, nos projets parisiens emblématiques, qui vient d'ailleurs tout juste d'être officiellement inauguré hier par Madame Hidalgo. Donc, il s'agit de l'ancienne cité administrative située dans le 4e arrondissement, construite en 1964 par Albert Laprade, dont la rénovation a été initiée par la ville via le concours Réinventer Paris. Donc, le projet a été développé par le promoteur parisien Emerige, conçu par l'agence berlinoise David Chipperfield et suivi de la conception à l'exécution par l'agence Calc. Donc, ce projet porte plutôt bien son nom dans le terme mixité, puisqu'il s'agissait à l'origine d'un bâtiment de bureaux exclusivement et que le nouveau projet accueille dorénavant 11 usages différents. La conception a donc été particulièrement orientée par cette multiplicité de programmes. Et le sujet d'évolution programmatique s'illustre ici assez bien. Et donc cette mixité de programmes spatialement croisée se traduit du coup par une grande complexité d'exigences réglementaires, notamment vis-à-vis des performances de sécurité incendie en particulier, par la nécessité d'isolement entre tiers. Et on se retrouve donc avec un véritable patchwork d'exigences en termes de résistance au feu des différentes façades. Et à vrai dire, si ce patchwork de performance devient un véritable challenge, c'est surtout parce que la conception architecturale s'est développée autour d'une logique ciblée de respect de l'architecture existante. Donc le défi consistait à garantir une certaine uniformité des façades, en conservant l'esthétique initiale, malgré des performances de résistance au feu différentes. Donc on retrouve là déjà un premier exemple de corrélation entre 2 de nos principes. Donc ces objectifs de respect de la monnaie nature originale et d'uniformité des châssis nous ont poussé à une conception sur mesure, mais également orientée par l'économie du projet, comme toujours. Car en effet, les exigences feu imposaient du coup des châssis acier sur certaines trames, mais les châssis acier étant significativement plus chers que les châssis aluminium, il n'était pas envisageable de prévoir des châssis acier sur l'ensemble des trames. Donc d'une part, des profils aluminium extrudés sur mesure ont été conçus, vous voyez au milieu, avec un faux meneau embarqué sur l'ouvrant, ce qui était moins cher qu'un véritable meneau fixe comme à l'existant.
Et concernant les châssis acier, l'astuce consistait à rapporter en applique des profils aluminium de monnaie nature, et ce dans le respect du cadre du PVFE. Donc on voit bien sur les dessins la similitude des modèles nature entre les châssis existants, alu et acier. Et de même sur ces photos. On peut noter aussi notamment le choix architectural vis-à-vis de l'existant, de la teinte sombre des châssis, qui était en finition thermolaquée pour garantir une certaine uniformité aussi entre aluminium et acier. Et je vais zoomer un peu, faire un petit challenge, si quelqu'un peut deviner lequel des deux est le châssis acier et lequel est le châssis alu. Je vous laisse 3 secondes parce que on pourra en parler après si vous le souhaitez. Ouais. La logique d'économie se retrouve également sur ce projet, notamment sur la stratégie de conservation d'un maximum de parements en pierre, ce qui imposait une minimisation de l'impact de l'intervention, ainsi qu'un diagnostic des potentielles pathologies. Et ce qu'il en ressort, c'est quand même une architecture existante comme ravivée, surtout comparé à l'aspect du bâtiment existant qui a quand même un aspect assez austère. Je vais à présent aborder un autre projet, celui de l'ancien siège de l'Humanité, dont la stratégie de rénovation se présente sous une approche assez différente. Donc, il s'agit d'un projet que nous avons étudié en phase concours sur APS, aux côtés de l'agence Exploration Architecture, que nous n'avons malheureusement pas remporté, mais on a tout de même tiré une expérience assez enrichissante. Donc, le bâtiment existant porte une identité forte de par son caractère social, en tant qu'ancien siège du journal Humanité, et c'est dans la continuité des réalisations de Niemeyer en lien avec la politique sociale de gauche. Et on peut noter sur la photo de gauche la teinte singulière des vitrages, en rappel assez marquant de la teinte de la toiture de la basilique de Saint-Denis, qui est derrière. Donc, dernière demeure des rois de France, donc ce qui renforce le caractère patrimonial du bâtiment dans une dimension historique ici. Donc, ce projet se caractérise par un programme très strict de la part de la maîtrise d'ouvrage en termes de respect de l'existant, qui imposait vraiment une reproduction de la façade strictement à l'identique, combinée en plus à des ambitions performantielles très téméraires. Parce que d'une part, on devait reproduire la façade VEC, donc en garantissant une performance thermique à la limite du réalisable avec ce type de système, qui n'est pas le meilleur thermiquement. Le programme demandait aussi par exemple de permettre le nettoyage depuis l'intérieur, mais tout en conservant des châssis ouvrant à l'italienne, ce qui ne fonctionne pas bien. Donc et troisième point, on avait également consigne de reproduire l'aspect des vitrages à l'identique, avec en face un objectif de transmission lumineuse qui n'était pas du tout compatible avec le niveau de réflexion des vitrages existants. Donc bon, étant en concours et vu la position ferme de la maîtrise d'ouvrage, on a tout de même joué le jeu. On a poussé d'une part l'analyse du vitrage existant, la recherche de reproduction de la teinte des vitrages, d'une part en combinant des produits de couches de gamme, enfin du commerce, mais aussi en envisageant des solutions de couches sur mesure. De même pour les menuiseries, nous sommes efforcés de satisfaire à l'exigence de reproduction de la façade au millimètre près, vraiment, en travaillant sur une adaptation de gamme afin de réduire la largeur du joint entre vitrages de 22 mm, c'est ce qu'on a pour les systèmes classiques VEC, à 18 mm, voilà, pour essayer de tendre vers les 15. Donc on était vraiment assez tatillon. Et c'est aussi posé la question d'économie par conservation, un peu comme sur Morland, en ce qui concernait ses parements en pierre, mais aussi par l'étude d'une option de conservation des menuiseries, qui était finalement peu intéressante économiquement, parce que trop fastidieuse, retirer le silicone de collage et toutes ces choses-là. En plus des faibles performances thermiques qui étaient atteignables avec ces profils existants. Donc là où je voudrais en venir en pointant ce manque de cohérence du programme, c'est que pour nous, la compréhension et l'interprétation pertinente de l'architecture du projet existant est à notre avis essentielle pour développer l'architecture du projet rénové de manière pérenne. Car l'objectif est surtout de prolonger, on va dire, l'existence de l'architecture en lui donnant du sens vis-à-vis du contexte qui, lui, inévitablement évolue. Du coup, pour nous,
respecter l'existant, ça ne signifie pas de reproduire la plus fidèle copie de l'ouvrage construit, mais il est plutôt question du respect de l'architecte, hein, de ses intentions, de sa vision, plutôt que du respect de l'ouvrage réalisé qui peut lui-même d'ailleurs avoir bien divergé du projet original. Et vous pouvez d'ailleurs voir ici la maquette du projet originel de Niemeyer, hein, qui est bien différente de l'ouvrage réalisé. Et pour la petite histoire, on a appris que le projet a dû être largement révisé pour des questions de budget principalement. Mais il faut également savoir que Niemeyer, qui a conçu ce projet sur la fin de sa carrière depuis le Brésil, n'est jamais venu en France en fait, pour suivre et contrôler la réalisation. Donc finalement, s'efforcer vraiment de reproduire cette façade au millimètre près faisait vraiment très peu de sens. D'autant plus que la conception des façades existantes VEC n'avait rien de génial, hein. Bien que le système VEC pouvait être une innovation à l'époque en France, reproduire cette façade par des moyens technologiques actuels apportait vraiment finalement très peu de choses, très peu de plus-value à l'architecture du bâtiment. Par contre, en comparaison, ces deux autres projets qu'on voit là de Niemeyer sont des exemples d'une conception plus aboutie, notamment le siège du Parti communiste sur la droite, dont la conception des façades par prouvé méritait probablement bien davantage d'être source d'inspiration et de préservation. Je vais revenir un instant du coup, sur le projet de Morland, parce qu'il est assez intéressant de remarquer le propre parti architectural des ouvrages neufs. On le voit sur la photo, le bâtiment sur la gauche. Là. Donc ces ouvrages neufs qui ont leur propre partie architecturale en parallèle du respect de l'architecture existante que j'ai évoqué précédemment. Et on constate sur ce projet une vraie cohérence dans l'architecture assumée de David Chipperfield, mais qui n'est pas dans le mimétisme, mais vraiment dans l'intégration dans l'ensemble existant. Et le projet de rénovation va même plus loin avec l'intégration aux derniers étages de l'IGH central de deux œuvres, du studio artistique Studio of the Space d'Olafur Eliasson et Sébastien Beman. On retrouve deux ouvrages au design de pointe qui, par leur qualité, tendent en fait à une certaine intemporalité, peuvent donc être gages de durabilité, hein, par leur caractère unique et exceptionnel. D'où l'idée d'un quatrième principe qui se distingue un peu du triptyque économie, architecture existante, performance, qui est le principe d'Aesthetical Sustainability ou durabilité par l'esthétique. Et c'est un principe qu'on retrouve notamment sur beaucoup de nos projets de boutiques de luxe, notamment les boutiques Hermès, hein, qui sont le fruit d'une longue collaboration avec l'agence d'architecture RDAI. Et sur ce type de projet, la rénovation est souvent plus destructive que conservatrice, dans le sens où il s'agit surtout de conserver une partie à minima de la structure. Le bâtiment existant est souvent relativement peu qualitatif et du coup il s'agit de développer vraiment une façade en soi qui porte presque à elle seule l'identité du bâtiment et de la marque. J'en arrive ainsi au projet du 54 Montaigne, conçu aux côtés de l'agence Fresh, pour une autre marque de luxe, Dolce & Gabbana, sur lequel on retrouve ce type de façade qui s'inscrit vraiment dans un contexte de qualité. Donc la façade existante s'inscrivait dans un ensemble architectural assez hétéroclite et peu harmonieux. Elle a été conçue à la fin des années 80 et présentait une architecture un peu passée de mode, plus vraiment au goût du jour. Et l'on a maintenant sur la droite en comparaison la nouvelle façade qui vient s'étendre autour de ce portique conservé, un peu à la manière du rooftop de Morland qui s'étend au-dessus de l'IGH. Alors l'intention architecturale des architectes, c'était d'évoquer l'esprit de la haute couture, en concevant une façade comme un maillage à la fois dense, fin et précieux. Et ce sont ainsi 85 000 picots qui sont répartis sur les façades, notamment autour du portique en pierre existant de style classique. Donc il y a tout de même un certain lien entre cette façade de luxe neuve et l'existant, puisque le challenge était quand même de développer une façade de qualité à la hauteur de ce portique monumental, ce qui est plutôt réussi, je trouve. Donc j'arrête un peu de philosopher et rentrer un peu plus dans la technique. Parmi tous les matériaux, donc les solutions que nous avons envisagées, de l'acier soudé à la fibre de carbone serrée, on a opté pour le vissage en céramique comme la solution correspondant le mieux aux intentions architecturales. Pourquoi ? Parce qu'elle a ce côté high-tech, la céramique étant utilisée dans l'aéronautique, l'automobile, l'horlogerie, comme ce côté low-tech avec les techniques traditionnelles de faïence ou de poterie.
Et d'ailleurs, pour être plus précis, il s'agit ici de porcelaine, qui est un type de céramique très qualitatif, plus résistant, plus imperméable. Donc on a là une première des esquisses de la conception qui montre assez clairement le principe d'assemblage. Donc le picot se compose de deux pièces principales, une embase en aluminium extrudé et un nez en porcelaine vissé sur cette embase. Donc ces picots sont assemblés sur des tôles pliées en aluminium de 4 mm d'épaisseur, selon un motif en quinconce. Et ces panneaux donc, forment des blocs suspendus, dont le poids a quand même été optimisé afin de ne pas apporter de surcharge pas de surcharge sur le voile support par rapport à la façade existante. Donc le picot en lui-même, tel qu'il apparaît, semble relativement simple, mais à l'intérieur, on trouve un peu plus de complexité. Donc, pour entrer dans le détail de la fabrication, on commence avec un boulon double face qui relie le tube aluminium à la plaque d'aluminium support. Donc on a ensuite un joint EPDM qui empêche tout contact direct entre ces deux éléments. Puis deux bouchons en plastique qui contiennent la résine à l'intérieur de la cavité en porcelaine dans laquelle on a une tige filetée qui est scellée. Et c'est cette tige qui assure l'assemblage entre le tube aluminium et le nez en porcelaine. On a ensuite des patchs en nylon sur le filetage qui évitent le desserrage qui pourrait être dû aux vibrations. Et pour les picots accessibles depuis le sol, on a appliqué un adhésif de blocage du filetage afin d'empêcher les petits malins qui voudraient voler des picots. Donc voici une première version du picot que j'ai amené d'ailleurs, si vous voulez voir de plus près tout à l'heure. Donc on a conçu un beau prototype pour la validation esthétique, mais aussi pour les essais mécaniques qu'on a dû détruire, mais pour la bonne cause, puisque les tests de résistance étaient concluants. Donc on a là une photo de la façade côté cour. Et vous pouvez observer sur les suivantes vraiment le travail d'alignement du plan des vitrages avec le nu extérieur des picots. Et pour finir, je vous laisse avec quelques photos sympathiques. Merci.